Écoutez, bonjour à tous. Je vous propose qu'on commence ce webinaire intitulé «Quel avenir pour la piscine publique?» Donc, je m'appelle Claire Bilasi et je suis chargée de mission au sein de Ville et Aménagement Durable et j'aurai le plaisir d'animer ce webinaire. Alors, pour commencer, pourquoi un webinaire sur les piscines? C'est vrai que les piscines, déjà c'est un sujet d'actualité, hein, les piscines et les centres aquatiques. On fait le constat que ce sont des équipements vraiment structurants d'un territoire qui offrent vraiment un lieu de soupape sociale où différents usages se côtoient, à la fois l'apprentissage de la nage, les activités sportives, des espaces bien-être, etc. Néanmoins, on se trouve dans un contexte de sobriété énergétique, ce qui nous pousse à se poser un petit peu des questions sur l'avenir de ces piscines publiques et de ces centres aquatiques. Comment rendre finalement ces équipements de service beaucoup plus sobres et quels sont les impacts des mesures de sobriété disponibles. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est de faire un état des lieux un petit peu des pistes d'action qui existent aujourd'hui en s'appuyant sur des exemples très concrets, hein, des retours d'expérience des différents intervenants, pour imaginer ensemble la piscine de demain. Au niveau du déroulé du webinaire, donc on proposera déjà des éléments de cadrage qui seront présentés par Bruno Georges, donc, qui est directeur développement grand projet, directeur R&D innovation chez OTIS. Et puis ensuite, on balayera différentes pistes, différents leviers d'action. L'objectif n'étant pas d'être exhaustif sur la question parce que le sujet est très vaste, c'est de faire des petits focus sur des thématiques que nos intervenants ont souhaité présenter aujourd'hui. Donc, nous avons le plaisir d'avoir Vincent Coste, qui est ingénieur chez AMOS, Florent Favre, qui est directeur technique adjoint chez Etamine, et Jean Barrette, qui est architecte chez B-Cube Architecte. Avant de rentrer dans le vif du sujet, simplement pour vous dire quelques mots sur Ville et Aménagement Durable. Ville et Aménagement Durable réunit un réseau d'acteurs de la construction et de l'aménagement durable en Auvergne-Rhône-Alpes, et cela depuis 2001. On est un réseau donc de 430 structures adhérentes où tous les métiers sont représentés pour s'informer, se former, débattre et co-construire de nouveaux standards. La spécificité vraiment de notre réseau, c'est vraiment que ce sont les membres qui sont les premiers contributeurs et le moteur de l'activité de ville et aménagement durable. En quelques mots, l'année 2022 en chiffres, pour illustrer un petit peu notre mode d'action. Donc, on a organisé une quinzaine de visites sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes, 2 conférences, un forum adhérent également, un peu moins de 19 ateliers, des webinaires sur des thématiques assez spécifiques. Des revues de projet. On est également organisme de formation, donc on propose une dizaine de modules de formation, que ce soit à l'échelle du bâti qu'à l'échelle de l'aménagement. Et puis, on a une action forte autour d'actions collectives pour réfléchir avec nos adhérents à différentes thématiques comme le réemploi, la santé dans le bâtiment, la réhabilitation ou la résilience des territoires. Au niveau de la thématique de la piscine, alors on a déjà traité la thématique de la piscine et des centres aquatiques par le biais d'une revue de projet qu'on avait organisée à l'époque en 2017 avec la CAPI. L'objectif, c'était de présenter 3 projets d'équipement, de piscine, de centres aquatiques, pour identifier déjà des bonnes pratiques. On avait vu déjà à l'époque qu'il y avait de plus en plus de demandes multi-usages pour ce type d'équipement qui entraînait une augmentation des surfaces bâties et des périodes d'ouverture. On avait vu également l'importance d'une maîtrise d'ouvrage forte et avertie, en capacité de définir ses exigences de moyens, voire de résultats, en fonction du type d'exploitation souhaité et des performances effectives attendues en phase d'exploitation.
On a vu également que c'était des équipements très complexes en termes de systèmes et d'équipements qui nécessitent l'utilisation d'outils de conception également appropriés et que la qualité environnementale se réfléchissait bien au niveau global, au-delà même des équipements techniques. En conclusion, on avait vu qu'il était vraiment nécessaire de continuer à avancer ensemble sur des retours d'expérience de piscine et voilà, et d'où la raison de ce webinaire aujourd'hui. On avait également visité en 2021 la piscine Alice Mia à Bourgoin-Jallieu, une piscine qui avait obtenu la certification NFHQE et qui avait mis en place un label BPOS pour les piscines. On en parlera avec nos intervenants un peu plus tard. Cette piscine a depuis été livrée et donc on va présenter un petit peu plus de résultats aujourd'hui. Je ne serai pas plus longue sur ces éléments introductifs. Je vous souhaite à tous un bon webinaire. Je remercie très chaleureusement nos intervenants et je passe tout de suite la parole à Bruno Georges. Bien, bonjour. C'est bon, vous voyez mon écran? Oui, Parfait. Alors, il n'est pas en plein écran par contre. il n'est pas en plein écran. Alors, ça doit être comme ça. Non, c'est pas comme ça. Ah, ça doit être comme ça. J'ai moins l'habitude de Zoom. On est OK là maintenant? Parfait. Alors, bonjour. Rude tâche que de faire l'introduction. Bien sûr, je vais me vautrer dans des marronniers et des choses dont on entend parler en permanence en ce moment, mais je crois que vu le fond de l'air, il faut rappeler les choses. D'abord, un contexte climatique très préoccupant, des choses qu'on voit aujourd'hui et non pas des choses qu'on explique. Tous les incendies qu'on a eu au Canada, en bas à droite, vous voyez la surface qui correspond à l'échelle de la France. À l'échelle de la France, cette fois-ci, des températures complètement dingues cet été. Dans le même temps, rien qu'au mois de juillet, ces éléments-là et plus récemment des catastrophes un peu partout, en Libye en septembre 23. Donc ça pose question. Hein. On sent aujourd'hui que le grand public a une conscience éveillée, mais il n'y a pas tellement ou peu de rupture culturelle. Les actions concrètes sont vraiment encore trop à la marge. Et puis, il n'y a pas de choses de masse. Hein. On a aussi un contexte énergétique très préoccupant. Ça, vous voyez, le document date de 2016, où on voyait déjà ces allures de courbe d'évolution du prix de l'énergie qui faisaient un petit peu peur quand on regarde, et ça date déjà de 5 ans, quand on regarde des choses beaucoup plus récentes, comme ce qui vient de se passer suite au drame que vit l'Ukraine, on a pris conscience de la fragilité, de la réelle fragilité de nos approvisionnements énergie, que ce soit à travers des discours, d'État ou pas, ou à travers des choses très, très factuelles. Et puis, il y a aussi un contexte socio-économique qui peine à se renouveler. On est dans des logiques de faire un petit peu comme on faisait avant. On a un monde, je ne parle pas que de la France ou de l'Europe, qui est au niveau global, qui est très en tension, on n'arrête pas d'entendre parler des mots efficacité. On a des élus que beaucoup d'entre nous trouvent, perçoivent, ressentent comme un peu déconnectés, désemparés, et en manque de sens aussi, entre guillemets, un peu comme le grand public, ils se cherchent. Et puis on a un contexte planétaire très contraint, de la géopolitique compliquée, de l'indépendance énergétique complètement en défaut partout, des tensions très très fortes, une vraie conscience d'épuisement de la ressource, des impacts économiques qu'on ressent. C'est pas terrible tout ça, hein. C'est un peu morose, c'est un peu tristouille et surtout il ne faut pas se laisser aller à ça. Donc face à ces choses très dures, finalement, on a des réactions de nos gouvernances qui sont économie, économie, économie. Et puis le problème, c'est que généralement, c'est ceux qui sont tout au bout de la chaîne qui doivent porter cette économie et non pas ceux qui font que ça coûte beaucoup plus cher. Donc on est dans des logiques, on l'a entendu maintes fois, mais il faut le répéter, de concilier fin du monde et fin de l'exercice, hein, pour les élus, fin du mois pour les particuliers, c'est pas si facile que ça. Et puis peut-être aussi, et c'est là où j'arrêterai cette intro, un imaginaire qui ne va pas, un imaginaire qu'on formate, un imaginaire
qui est bordé, qui est bridé, et qui est à reconstruire. Et il y a des contextes difficiles, mais n'empêche qu'il faut penser à la bonne santé, il faut réduire l'éco-anxiété, y compris de nos enfants, il faut mettre de la sécurité, de l'apaisement, de la souplesse, de l'économie, du plaisir, du social, des usages, de la fragilité. Tout ça, c'est très légitime de la part de tout le monde. Ça ne modifie pas le PIB. Donc, ça veut dire que tout ce qu'on vient de voir, toutes ces images brèves, ça n'a pas d'impact sur nos sociétés. Ce n'est pas un indicateur que prennent en compte nos diverses assemblées de représentants, mais elles sont si essentielles à l'équilibre de chacun. Et là, on arrive sur le sujet piscine. Le sujet piscine, c'est un élément structurant du territoire. C'est aussi un lieu d'apprentissage à la survie. Si je tombe à l'eau et que je sais nager, eh bien, je tombe à l'eau, je suis mouillé. Si je ne sais pas nager, je suis mort. Puis le sport, du bien-être, du partage, c'est un lieu de soupape sociale, c'est un lieu de liberté, c'est un lieu dans lequel on fait du transgénérationnel, du transculturel. C'est vraiment une dynamique humaine qui est très très positive. Quelques chiffres quand même sur les 4000 piscines de France. C'est vraiment des équipements, la plupart du temps, énergivoraces. C'est aussi beaucoup de consommation d'eau. Sur les anciennes piscines, c'est entre 140 et 180 litres par baigneur. C'est entre 60 et 120 sur des piscines plus récentes, sur lesquelles il est plus facile de maîtriser la qualité. C'est un investissement sur les modèles classiques qui représente à peu près 10 ans de coût d'exploitation. Donc le corollaire de ça, c'est qu'un coût d'exploitation très élevé. La moyenne des consommations d'énergie, c'est 3700 kWh pour un carré de bassin par an. C'est un chiffre ADEME. Donc, ça veut dire que les pires sont à plus de 6000 et les meilleurs sont à moins de 1500. Donc, le vrai constat, sur lequel il faut vraiment être ancré, et c'est un petit peu l'introduction à cet après-midi, c'est de très, très grands écarts de performance entre celles où il y a de très grands progrès à faire et celles où on a appliqué toute une série de mesures pour faire que l'exploitation soit plus crédible. Bien avoir en tête, si l'énergie augmente, eh bien, entre les meilleurs et les pires, eh bien, il y a 4 fois moins d'impact. Et donc, c'est ça le sujet dont on va parler maintenant. La crise de l'énergie fabrique de fortes dérives des coûts d'exploitation. Les réactions qu'on a vues l'automne dernier, vraiment, on ferme les piscines parce qu'on n'arrive plus à tenir le coup. Sauf qu'on a mal mesuré, en faisant cette espèce de réaction un peu instinctive, tous les impacts sociaux, économiques, sociétaux, qui sont peu, voire pas maîtrisés, qui sont peu, voire pas prévisibles sur les gens et sur les territoires. Et ça, combien ça coûte? Aujourd'hui, c'est pas chiffré. Donc, sous la contrainte, sous ce genre de contrainte-là, il y a vraiment des risques forts de conserver que ce qu'un certain nombre de gouvernances considèrent utile, un risque objectif de devenir une société moche et triste, de creuser les écarts sociétaux, en gros, d'être un peu dans une logique d'abandon des territoires. La terrible alternative de réduire la facture de gaz est exploser le coût social, même si aujourd'hui on sait très mal chiffrer le coût social. Alors maintenant, on va repartir après ce truc un peu tristouille, terrible. Eh bien, ouvrons l'après-midi, de manière plus rationnelle, par vision, par sagesse. La logique, c'est de réduire les besoins et du coup les charges d'exploitation. Donc les besoins, c'est réduire les besoins, adapter la taille des équipements d'usage, les renouvellements d'eau des bassins et du nettoyage des filtres qui sont faits en bonnes conditions, les conditionnements d'air des bassins, la ventilation, l'usage de la ventilation naturelle, la conception technique de la gestion de chaleur, la production de la distribution de chaudes sanitaires, utiliser des mégawattheures à des coûts moins sensibles. D'un côté, il y a le gaz. Dès que ça bouge un petit peu en Europe, il explose. Puis de l'autre côté, il y a tout ce qui est énergie renouvelable, énergie valorisée en local, biogaz de réseau, toutes ces choses-là. Produire de l'énergie en local, donc là, il y a le photovoltaïque auquel on pense tout de suite, mais aussi peut-être, même si les conditions ne sont pas bonnes en ce moment, ne pas écarter d'évaluer les apports de la cogénération, valoriser les chaleurs fatales. On a sur certains territoires des synergies très très fortes entre des gisements de chaleur fatale et des centres nautiques. Mutualiser les productions. Vous voyez, les deux derniers registres sont vraiment à l'échelle des territoires.
c'est la relation à la fois au territoire et à la fois au bas niveau d'énergie nécessaire pour les piscines. Et puis, exploiter avec attention et rendre des comptes. Hein. Un exploitant qui ne rend pas des comptes, ce n'est pas un exploitant. Donc aujourd'hui, bien être clair, hein, un projet de piscine, qui soit neuf ou qui soit en rénovation, qui est bas carbone, qui utilise des énergies renouvelables, qui valorise les chaleurs fatales, eh bien, c'est un territoire proactif, c'est un territoire qui va dans le sens d'une transition énergétique, environnementale, culturelle, vertueuse et concrète. C'est un acte politique avant tout. Donc, on a des nécessités très, très concrètes, et vous voyez, en parenthèse, j'ai essayé de mettre en évidence des relations humaines, hein, réceptionnées de manière scrupuleuse, ça c'est la maîtrise d'œuvre, des synergies actives entre maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage, de l'énergie éthique à suivre par la maîtrise d'œuvre, rendre des comptes, c'est les exploitants, et puis intéresser. Intéresser, c'est le maître d'ouvrage qui a une nécessité d'être dans cette logique-là. Alors maintenant, on va passer au levier d'action très concret. Merci beaucoup, Bruno. Et effectivement, j'en profite pour redire que sur ce webinaire, donc il y a un aperçu d'un panel de solutions qui va être proposé par les intervenants. Et à la fin de ces interventions, on vous invite vraiment à échanger avec nous, à échanger avec les intervenants pour à la fois, bien sûr, poser vos questions pour avoir voilà, des compléments d'information, mais aussi pour partager vos propres réalités, ce que vous rencontrez vous dans vos projets, peut-être des solutions que vous avez pu expérimenter. L'objectif, voilà, c'est qu'on sorte de ce webinaire en ayant aussi entendu vos différentes expériences. Alors, on va parler un peu d'efficacité énergétique. On va commencer par faire un petit tour d'horizon des usages dans la piscine. On va prendre une piscine somme toute classique. Ah, pourquoi ça fait ça? Excusez-moi. Hop. Oui, on a tous les deux le clavier, il faut faire attention. Hein. Retour en arrière. Ah ben j'ai perdu le contrôle. Ah non, je l'ai toujours. J'aimerais bien revenir. Voilà, une piscine classique, donc avec trois usages. On a un bassin de natation, donc pour un usage sportif. On a des bassins de jeu donc ludiques, et à côté on a on a une balnéo avec des bancs à bulles, une machine à contre-courant, enfin plein de choses très sympas. Si on regarde les consommations de ce type d'équipement, l'unité qu'on utilise tout le temps, c'est les surfaces de bassin ou les surfaces de plans d'eau. Les deux grandes énergies, il y a d'un côté l'électricité, donc pour faire tourner des moteurs, des pompes, des ventilateurs, etc. Et de l'autre côté, on a de la chaleur. Ici, tout est présenté en énergie finale utile. Donc pour la chaleur, ça correspondrait, on fait abstraction du rendement de production de chaleur, ce serait comme si on avait un réseau de chaleur urbain. Ça permet d'avoir des grands ordres de grandeur de ce que ça consomme et d'éviter de se prendre la tête avec des coefficients de performance ou des choses comme ça. Bon, là, je vous apprends pas grand-chose, hein, donc ça fait 40-60% à peu près de répartition par énergie. Si on regarde ce qu'on a dans les besoins de chaleur, on a une grosse partie qui est liée au bassin, donc parce qu'il faut chauffer l'eau, parce qu'on prend de l'eau du réseau à 17 degrés en moyenne dans l'année, et il faut la porter à 28 au minimum, voire 32 degrés des fois. Il y a de l'évaporation, donc ça consomme de l'énergie, donc il faut réchauffer aussi. On va avoir la centrale de traitement d'air. La centrale de traitement d'air, elle sert aussi à déshumidifier. Elle ramène de l'air neuf qu'il faut chauffer à 28 degrés, enfin 27 ou 28 degrés. Donc là, on a les gros postes de consommation, et puis il va rester après l'eau chaude sanitaire, parce qu'on a beaucoup de douches. Et puis il reste un petit peu de chaleur quand même pour chauffer le reste du bâtiment. Donc c'est une petite partie, c'est pas là où est le nerf de la guerre. Et pour l'électricité, on a comme panel de consommation, on a une grosse partie sur le traitement d'eau. Donc vulgairement, c'est des pompes, c'est tout. Et elles font plein de choses différentes. Elles font de la filtration, elles peuvent faire des bulles, plein de choses. Mais en gros, c'est surtout des pompes qui font bouger l'eau dans le bassin, et les débits sont réglementaires. J'ai jamais croisé personne qui s'amusait à aller au-delà de la réglementation. Donc en fait, c'est un talon, c'est comme ça, c'est lié à la taille du bassin. On a un gros bloc sur le CVC, c'est les ventilateurs. Les ventilateurs, ils tournent H24. C'est pareil parce que la déshumidification, il faut qu'elle tourne en permanence. On ne peut pas se permettre de ne pas chauffer la piscine non plus hors période d'occupation. Donc ça tourne tout le temps. On peut mettre des réduits,
on doit mettre des réduits, mais voilà, on a quand même une source de consommation importante. L'éclairage aussi est pas anodin parce que il y a une partie de surface, c'est les vestiaires, c'est pas éclairé naturellement tant que ça parce que le but du jeu c'est pas de mettre des vitrages dans les vestiaires, logiquement. Et les halles bassins, en fait, c'est assez haut sous plafond. Donc du coup, en fait, c'est pas hyper facile d'avoir des super taux de rendement d'éclairage, enfin surfacique. Et dans notre piscine, on trouve aussi pas mal de jeux d'eau. Donc, c'est les rivières à contre-courant, les cols de cygne, les bancs à bulles, enfin tout ça. Et on trouve après encore un petit poste autre ou divers. On va trouver les sèche-mains, la caisse enregistreuse, la GTB, etc., qui présentent une petite consommation, mais qui finalement qui n'est pas le nerf de la guerre. Ça, c'est classique. Ce dont je veux vous parler, c'est si on prend ces mêmes ratios, ces mêmes consommations, mais qu'on va les classer par usage. Si on divise par les mètres carrés de plan d'eau total, on va avoir finalement nos 3 usages natation, ludique, balnéo, qui représentent en fait chacun un tiers à peu près, et puis après avec un tableau de consommation. Ce qui est intéressant, surtout, c'est si on reprend les mètres carrés. Ah, j'ai perdu le contrôle. Voilà. Si on prend ces usages-là, mais rapportés à leur mètre carré à eux. Et on voit que en fait, on a le bassin de natation qui fait 2000 kWh par mètre carré. Les ludiques, c'est plus 50%, et la balnéo, c'est plus 75% par rapport au ratio de natation. Ce qui est important de voir là-dedans, c'est que du coup, c'est impossible de comparer des piscines en ratio en mètre carré si on n'est pas iso-usage, déjà. Autre chose, c'est la balnéo. Alors, c'est pas une cabale anti-balnéo que je fais, hein, pas du tout. Parce que la balnéo, c'est hyper important souvent pour l'équilibre économique d'une piscine, parce qu'on vend plus cher les billets. Donc ça attire plus de gens. Sauf que si on se loupe et qu'on n'attire pas suffisamment de gens, on se retrouve avec un équipement qui consomme beaucoup et qui ne rapporte pas assez. Et c'est là où on a des piscines qui ferment quand on a une énorme augmentation de consommation d'énergie. J'en ai 2 qui sont en expertise là chez moi en ce moment, et je suppose que autour de la table, on va en avoir quelques-unes aussi dans ce goût-là. C'est-à-dire que de transposer un plan de piscine dans d'une certaine typologie de tissu urbain, dans un autre tissu urbain qui n'a rien à voir, ça ne marche pas. Donc, à retenir, je fais toujours un truc à retenir comme ça si vous avez loupé des trucs. Grosso modo, ludique et balnéo, ça consomme au moins autant que la natation, voire plus. Et que les fréquentations au niveau de la programmation, c'est hyper important, c'est ça qui va faire la viabilité économique et donc énergétique de l'équipement. Donc, il faut bien dimensionner, comme d'habitude, mais là, en plus, au niveau programmatique. Je passe vite hein, parce que sinon on n'a pas le temps. Si on prend notre piscine là, tout de suite et qu'on se dit on va faire une couverture en plus possible en énergie renouvelable pour la piscine de demain. Quand je dis la piscine de demain, c'est le 20 septembre 2023. C'est vraiment demain. Alors comment on fait? Eh bien, on regarde, on fait une étude de besoin. Ça, c'est une monotone de chaleur. Donc, c'est la répartition des puissances en fonction du temps d'appel de cette puissance. On a 2 gros blocs. Un bloc ici qui représente 98% du temps, 95% des besoins, mais que 40% de la puissance appelée. Et on a un petit bout à côté, c'est 100% de la puissance appelée, enfin c'est la puissance max, mais en fait c'est que 2% du temps et c'est 5% des besoins. Ce truc-là, sur la droite, c'est là où on va trouver le gros de la conso. C'est là en fait où on a la couverture de chauffage des bassins et de chauffage d'air. C'est hyper constant, donc c'est hyper adapté à faire de l'énergie renouvelable. Donc souvent, c'est là où on peut trouver des pompes à chaleur, enfin aérothermiques ou géothermiques, qui aiment bien travailler à régime constant, ou une chaufferie bois. Et le reste là, c'est quoi ce truc-là? En fait, ça, c'est la vidange, c'est le remplissage des bassins. Alors, on peut l'abaisser, cette puissance-là, c'est facile. Il suffit de remplir pendant plus longtemps. Et ben, ça diminue la puissance. Bon, par contre, la piscine, elle est ouverte moins longtemps. Donc, du coup, elle perd un intérêt économique et des fois sportif, parce qu'on peut avoir des sportifs qui ont besoin de s'entraîner et les scolaires aussi. Donc, il y a un arbitrage à ce niveau-là. Comme on n'a que sur 5% des besoins
est-ce que c'est pas forcément là où il y a un énorme enjeu environnemental? Donc, en fait, aller se casser la tête à trouver une énergie renouvelable sur ces choses-là, c'est peut-être pas forcément hyper intuitif. Donc, en fait, souvent, c'est là où on trouvait du gaz, tout le temps. Depuis la crise ukrainienne, on se pose des questions différemment, à savoir que techniquement, une solution intelligente, il n'y en a pas vraiment. On peut faire des choses, mais c'est pas forcément à l'échelle d'une ville. À l'échelle d'équipement, oui, mais à l'échelle d'une ville, finalement, mettre une aérothermie juste pour 2% du temps, pourquoi pas, mais j'aurais tendance plutôt à la mettre sur l'école d'à côté. Je continue mon chemin. On va passer à l'électricité. L'électricité, on a deux grandes familles de consommation. On a des usages qui tournent tout le temps, les pompes, les ventilateurs, etc. Et des usages qui sont liés à l'activité, donc aux heures d'ouverture. Donc, usage 24-24, c'est les pompes et ventilateurs qui tournent tout le temps, même quand il y a du réduit. Et après, lié à l'activité, c'est les jeux d'eau, les éclairages, etc., etc. Les usages 24-24, c'est du pain béni pour faire du photovoltaïque en 100% autoconsommation. C'est-à-dire que la piscine, elle est ouverte ou fermée, ça marche. Je pense souvent notamment aux vacances ou enfin voilà parce que des fois il y a des centres aquatiques qui sont fermés en août ou qui sont en régime réduit, notamment en Île-de-France. Et ben là en fait notre photovoltaïque il peut continuer à fonctionner en 100% autoconsommation au moment où on a le plus d'apport solaire. Euh, Si on fait un petit dimensionnement très rapide de photovoltaïque, si on reprend ma piscine là, ça fait 2700 mètres carrés de toiture. Grosso modo, on ne pourra jamais mettre plus de 1600 mètres carrés de photovoltaïque là-dessus. Ça fait 256 kilowatts crête. En Ile-de-France, ça nous fait 240 mégawattheures de production. Et ça couvre 30% de la consommation électrique. En autoconsommation. Hein. Donc, à retenir, demain, comme ça, on sait très facilement couvrir 95% des besoins de chaleur par une ANR, bac ou bois, très facile. Couvrir 100%, c'est pas que c'est pas possible, mais c'est pas pratique et c'est pas forcément très pertinent. 30% en autoconsommation, c'est très facile, c'est la couverture. On peut aller au-delà. Alors 30%, c'est ma piscine à moi avec la balnéo et tout. Hein. Je vous rappelle l'histoire des ratios, c'est pas toujours transposable. On peut peut-être même aller au-delà en couvrant si on a un parking en mettant des ombrières photovoltaïques. On peut faire de la cogé aussi. La cogé, c'est de la cogé très souvent gaz. Donc, est-ce que c'est énergie renouvelable? C'est une question, c'est une question de calcul. Est-ce que c'est décarboné? Clairement non. Après, il existe les cogés à huile. Ça marche si l'huile est vachement bonne, ce qui n'est presque jamais le cas. Moi, personnellement, dans ma carrière, j'en ai cassé deux. Donc moi, j'en fais plus. Ah bah c'est plus moi. Et oui, maintenant c'est moi, Florent, merci. Merci du coup, Florent. Donc, je suis Vincent Cos, bureau d'études à MOS. Et j'ai pas le contrôle de l'écran, mais ça me va très bien comme ça. Je vous parlais de quelques petites choses comme ça, importantes à garder en tête, en ordre de grandeur pour les piscines. On a beaucoup parlé lors de la crise du coup de l'année dernière, crise d'approvisionnement énergétique, de la température des bassins, vu qu'une des dispositions en fait qui a été choisie par la plupart des centres, c'était d'abaisser en fait la température de l'eau des bassins. C'est très intéressant de noter en fait que, alors Florent en a parlé, mais le très gros poste de besoin de chaleur dans une piscine, c'est l'évaporation enfin c'est la consommation, c'est déjà le besoin du bassin. Et ensuite, dans ces besoins de bassin-là, le très gros poste est l'évaporation d'eau. Donc, l'évaporation d'eau d'une piscine, c'est directement proportionnel à la différence de pression saturante de l'eau, en fait, surface, donc à la limite liquide avec le bassin et l'air, donc entre l'ambiant et la surface mince en fait, du bassin. Et donc, du coup, directement lié à la température elle-même du bassin. Donc, plus on va abaisser la température de l'eau et plus on va maintenir en fait une humidité absolue importante dans l'âle de bassin, moins ce potentiel va être important et du coup directement l'évaporation est proportionnelle à cet écart-là.
Donc, il y a un très fort impact avec les températures de bassin, comme vous pouvez voir sur ce graphique-là. Globalement, en fait, alors là, je suis sur la... Pardon. Il y a deux aspects très importants. Il y a la température du bassin et l'équilibre, bien sûr, de la température de la halle. Et ce qu'il faut retenir, hein, globalement, c'est que à humidité relative constante, ben, en fait, finalement, faire augmenter la température de la halle a plutôt un bon aspect par rapport à la consommation énergétique, aux besoins globaux de chaleur, étant donné que, ben, justement, comme vous expliqué, l'humidité absolue augmente de la halle, ce qui limite l'évaporation. Donc, bien sûr, tout ça gardé dans un cadre de confort convenable, mais souvent on se dit, bah, en fait, je vais baisser la température de la halle pour faire des économies. En fait, non, parce qu'à à humidité relative constante, on va faire augmenter l'évaporation et donc du coup augmenter les besoins de chaleur du bassin et globalement augmenter les besoins de chaleur. Donc là, on le voit avec ce graphique, il y a une espèce d'optimum en fait qui se crée. Ça dépend des projets, bien sûr. Mais là, en fait, la température de la halle, souvent, ben, voilà, on est mieux quand on est légèrement au-dessus de la température du bassin, donc en l'occurrence, là, 28 degrés pour ce projet-là. Là où le bassin était sans doute juste en dessous à 27 ou 27,5. Voilà, et puis du coup, là, pour l'impact de la température du bassin, regarder en ordre de grandeur, hein, c'est que si on abaisse de 0,5 degrés, 0,5 degrés, ça peut paraître pas forcément beaucoup. Après, pour le confort des usagers, c'est à discuter, mais globalement, en tout cas, passer de 28 à 27,5, c'est des choses qui se passent, qui sont assez couramment, et en fait, on réduit quand même de 6% le besoin total de chaleur du projet, ce qui est vraiment considérable, quoi. Voilà, donc il faut garder un peu le même ordre de grandeur, souvent que dans les autres bâtiments, quand on dit de baisser la température environ de consigne d'un degré, on fait baisser de 7% les besoins de chaleur. Ben, pour un bassin, en fait, c'est 0,5 degrés pour le même gain, en fait, et rien que le bassin. Voilà. On peut passer à la diapo d'après. Là, je vais faire un petit topo sur les bassins nordiques. Donc, qu'est-ce que déjà un bassin nordique? Un bassin nordique, c'est un bassin du coup extérieur qui est utilisé toute l'année. Et donc, du coup, chauffé toute l'année. Et utilisé voilà, régulièrement en fait, au cours de l'année. On en parle parce qu'il se développe quand même beaucoup en France ces dernières années. C'est devenu quelque chose. Il y a beaucoup de programmes en fait, voilà, de bassin nordique aujourd'hui en France. En effet, ça apporte pas mal de confort pour les nageurs. Les nageurs aiment bien en fait du coup pouvoir se baigner et nager à grand air. Pour le sport de haut niveau aussi, c'est-à-dire que les sportifs de haut niveau aiment bien être dans un cadre extérieur. Voilà, mais du coup, c'est intéressant de voir intellectuellement déjà qu'est-ce que ça impacte sur les besoins énergétiques. Donc, vous pouvez bien imaginer qu'un bassin nordique aura des besoins de chaleur qui seront nettement supérieurs à un bassin intérieur. Mais par contre, en fait, il n'y aura pas tout ce qui est traitement d'air et chauffement et chauffage du haut bassin. Donc, du coup, bah, voilà, on peut se poser la question de qu'est-ce qui est plus bénéfique l'un comme l'autre. Donc, c'est intéressant de faire des simulations et d'analyser des consommations in situ de ce type de projet. Bah là, du coup, vous avez un exemple, par exemple, pour le climat lyonnais, où globalement, en fait, les consommations énergétiques à énergie finale par mètre carré de bassin, hein, donc voilà, donc vraiment, il faut retenir que c'est l'énergie finale en l'occurrence et toute consommation confondue. C'est dans ce cas précis x2 entre les piscines considérées comme intérieures et les piscines nordiques. Donc c'est pas rien parce que vous voyez le besoin de chaleur qui est en vert bleu, il augmente quasiment de 5 entre l'intérieur et le nordique. Par contre, ce qui est très très important de souligner, c'est qu'il y a une variabilité qui est extrêmement forte. Pourquoi? Parce qu'un bassin nordique, il va être extrêmement sensible à la vitesse du vent et va être extrêmement sensible aussi à la qualité, bien sûr, de sa couverture thermique, parce qu'un bassin nordique est forcément accompagné d'une très belle couverture thermique qui permet donc de le protéger en dehors des périodes d'occupation. Et donc, du coup, le pendant, c'est qu'il va être très, très dépendant de la durée de l'ouverture. C'est-à-dire qu'une piscine nordique qui sera ouverte 12 heures par jour, peu importe le climat, peu importe du coup la saison,
ça va pas être du tout la même chose qu'un bassin nordique qui va pouvoir être, on va dire, plus ouvert en été et un peu moins l'hiver, optimiser les plages en fait de fonctionnement sur le fonctionnement en hiver. Voilà, ou sinon même créer leur arrêt technique pendant l'hiver. Donc pour les Lyonnais qui sont présents autour de la table, ben voilà, la piscine du Rhône, typiquement, c'est une piscine qui va être fermée sur le mois de janvier. Et donc pour essayer justement de limiter les consommations énergétiques aussi. Voilà. Il y a l'aspect bien sûr protection du vent qui est essentiel sur un bassin nordique, c'est-à-dire qu'une piscine en plein vent et une piscine bien protégée n'aura pas du tout les mêmes besoins énergétiques. Et donc du coup, on peut imaginer que sur le plan énergétique, carbone et même financier, la piscine nordique pourrait avoir du sens, mais vraiment, il faut mettre des guillemets, et ça s'étudie bien sûr au cas par cas, comme vous le disiez, mais avec en limitant au mieux les ouvertures en période de grand froid, avec une couverture très très performante. Dans les climats, bien sûr, c'est-à-dire pour le pourtour méditerranéen, on n'a pas la même chose qu'en climat continental alsacien, avec une très bonne protection au vent, bien sûr, si le site est venté. Et puis après, des fois, on peut imaginer qu'avec des programmes typiquement de rénovation d'une piscine estivale, en fait, où finalement on essaie de restaurer cette piscine pour pouvoir élargir le temps de fonctionnement et créer du coup peut-être des temps pour les scolaires un peu plus longs, typiquement pour qu'au printemps et pour qu'au début de l'automne ça soit plus utilisé. Ça peut avoir du sens en fait du coup de pouvoir créer une bassin nordique via une rénovation de bassin estival, dans le cadre bien sûr où on a de la chaleur d'origine renouvelable aussi, parce qu'en fait, pour le coup, le très fort consommateur, en l'occurrence, c'est vraiment de la chaleur, et donc du coup, il faut trouver une chaleur d'origine renouvelable. Donc, typiquement pour moi, en tout cas à mon sens, et tout ce que j'ai vu, si on fait un bassin nordique chauffé au gaz aujourd'hui, je pense que c'est clairement un non-sens. Ouais. On pourra en reparler un peu plus en détail si vous souhaitez à la fin donc, du webinaire. On va faire quelques retours vraiment très rapides sur quelques piscines qui sont en exploitation et qu'on peut suivre pour apporter des ordres de grandeur en fait par rapport à l'usage. Donc là, c'est une piscine dans le 14e arrondissement de Paris, qui était du coup en crème, donc pour le global du MGP, donc avec un engagement de performance, enfin un contrat de performance énergétique associé, sur lequel en fait il y avait un engagement assez fort à l'époque, en tout cas de 2500 kWh par mètre carré par an, en tout cas d'engagement, sur une période de référence. Donc j'ai eu l'occasion déjà de parler de ce projet en 2017, lors donc de premier revue de projet qu'évoquait Claire. Et du coup, c'était relativement ambitieux. C'est une piscine qui est faite vraiment pour les nageurs, hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de fréquentation. C'est une piscine voilà, parisienne, comme je vous le disais, donc il y a plus de 200 000 personnes par an. Et en fait, c'est assez sobre dans le sens où il y a un grand bassin, c'est-à-dire 8 lignes d'eau et 25 mètres, et un bassin ludique qui sont chauffés relativement modérément, donc 27 degrés et 28 degrés pour le ludique. Et du coup, on arrive à avoir quand même des consommations qui sont plutôt bien performantes. C'est-à-dire que là, on est à 1800 kWh par mètre carré par an sur la première année significative, parce que bon, la piscine a ouvert pendant la période de Covid, mais sur la première année significative, on est sur moins de 25% par rapport à l'engagement, donc aux alentours de 1800 kWh par mètre carré par an en énergie finale. C'est une piscine qui est chauffée par le réseau de chaleur urbain de Paris, et également aussi sur une pompe à chaleur sur l'air extrait des CTA. Voilà, donc c'est quelque chose de relativement robuste. À savoir aussi on a essayé qui a été mis en œuvre par l'équipe, c'est tous les systèmes de récupération de chaleur possibles et inimaginables d'énergie fatale, comme disait Bruno. Donc on récupère la chaleur sur l'eau rejetée des bassins, ou même l'eau des douches, la chaleur, on récupère la chaleur de l'eau des pédiluves, etc., etc. On essaie de récupérer toute la chaleur qu'on peut, et pareil pour la récupération d'eau. Voilà, on essaie de récupérer tout ce qu'on peut avec la réglementation actuelle. Donc on est sur 80 litres pardon, de baigneur, une consommation de 90 litres par baigneur pour consommation d'eau, un objectif du coup qui a été atteint sur la première année. Voilà.
ça. Et du coup, ce que je voulais signaler, c'est qu'il y a pas mal de choses qui ont été mises en œuvre en termes de récupération de chaleur. Et typiquement, sur une piscine, on s'aperçoit que finalement, tous ces systèmes-là qui sont pas forcément rentables, facilement rentables, en tout cas sur le plan économique, sur des projets, on va dire, autres que des piscines. Sur les piscines, le deviennent tellement que c'est un objet en fait qui consomme énormément de chaleur, donc la rentabilité est fortement meilleure que sur d'autres projets. Donc après, il y a une deuxième piscine qui est du coup complètement différente et qu'on suit également donc chez Avignon, donc Stade Nautique d'Avignon. C'était un bassin estival qui est devenu bassin nordique. C'est un bassin de 1000 mètres carrés, donc bassin 50 mètres et Vilindo, avec un ludique et un plongeon qui est uniquement un estival. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention aussi parce que là, les données que je vous donne là, c'est par mètre carré de bassin, y compris donc les bassins qui sont utilisés qu'en estival. Donc ça peut voilà tronquer, enfin, perturber un tout petit peu les ratios. On utilise une pompe à chaleur du coup sur nappe avec un appoint gaz. Donc en fait, il faut savoir que typiquement sur des bassins estivaux de cette taille-là, en fait, on est à peu près sur des besoins en puissance qui sont quand même aux alentours de 2 mégawatts de puissance de chaleur. Et donc, du coup, par contre, on s'aperçoit que avec une géothermie sur nappe, on va dire, pour rester en GMI, donc un minimum importance, on se retrouve avec une puissance de pompe à chaleur qui est aux alentours de 55 kW. Et donc, du coup, ça peut être significatif et ça permet de faire des taux de couverture qui sont supérieurs à 50%. Donc, on n'est pas aux 80% que disait Florent. Donc, c'est pour ça que des fois, c'est insuffisant. Et c'est pour ça que sur les bassins nordiques, j'aurais plutôt tendance, en fonction du projet, bien sûr, mais à conseiller de dépasser ce GMI, quoi, c'est-à-dire d'avoir des débits de pompage sur la nappe, quand bien sûr on a une nappe disponible et très, très intéressante, d'avoir des débits qui sont supérieurs en fait aux 80 mètres cubes heure et donc du coup développer au maximum cette puissance sur l'aquathermie. Voilà. Donc du coup on s'aperçoit qu'on a quand même des consommations de bassins qui sont moins importantes que ce qu'on avait imaginé en conception. Tout ça parce que ça dépend aussi du temps d'ouverture et voilà, et finalement aussi de l'usage, ou même après, bien sûr, nous, quand on fait un travail en conception, on prend des marges en fait sur nos modèles pour pouvoir se mettre dans un cas un peu défavorable, surtout quand on a de l'engagement énergétique. Voilà. Donc là, vous avez quelques ordres de grandeur de consommation qui peuvent être intéressantes. Donc, vous passez à la slide d'après. Donc, je passe la parole à Jean. Oui, bonjour à tous. Effectivement, je suis Jean Barrette, architecte chez Bcube. Moi, je vais moins travailler avec des graphiques et puis des chiffres, hein. Je suis pas ingénieur. Je suis un peu en minorité ici aujourd'hui, mais c'est pas grave. Je vois même dans les invités que je suis assez minoritaire. Donc, on va parler du projet Alice Mia qui se trouve à Bourgoin-Jallieu, euh, au centre de la communauté d'agglomération Porte d'Isère, hein, la CAPI. Euh, la CAPI a 6 piscines, dont 2 qui se trouvent à Bourgoin-Jallieu. Ces 2 piscines sont constituées d'une piscine tournesol et une piscine estivale. La piscine tournesol est destinée à être démolie et remplacée par la piscine Alice Mia. Donc, comme Claire disait en introduction, cette piscine, elle est finie maintenant, elle est opérationnelle et je vais faire un retour sur en fait la conception et la préparation du maître d'ouvrage qui a bien travaillé au niveau global, donc pour trouver le bon site et le bon programme. Donc là, ici, on voit là, je ne sais pas si on voit mon curseur, Claire. Non, hein? OK. Donc, peut-être que vous voyez Bourgoin-Jallieu, c'est les 2 piscines qui se trouvent au milieu de la commune environ. Et la nouvelle piscine donc, prend la place d'une friche industrielle.
qui était complètement abandonnée depuis plus d'une cinquantaine d'années, si ce n'est pas une soixantaine d'années, avec aucun repreneur. Donc, c'est aussi dynamiser le quartier Champaret qui est un peu à l'abandon, un peu un quartier défavorisé socialement. Mais c'est aussi un secteur avec de très bons transports en commun et déjà des modes doux. Également, un réseau de chaleur. On en a déjà parlé. C'est quelque chose de très important pour les piscines. Et puis, au niveau de l'environnement, de la nature, c'est la valorisation d'un site qui est arboré de très grande valeur. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est d'avoir une vision globale, hein, que le maître d'ouvrage est regardé globalement. Nous, de notre côté, on a pris ce site et on a fixé nos objectifs architecturaux. On voulait bien sûr aller dans le sens du maître d'ouvrage en réalisant un équipement qui soit bien marquant pour le site. Vous verrez les images, je pense qu'on a réussi là-dessus. Conserver le site naturel qui avait été identifié par l'Office national des forêts. Donc, c'est toute la partie que l'on voit à droite de la photo qui était utilisée pour les stationnements. On a conservé tous les arbres qui étaient intéressants et fait le parking autour. Au contraire de certains qui auraient pu dire, bon, ben, on fait notre parking parce qu'on optimise. Non, on a fait, il y a les arbres et on fait notre parking en fonction des arbres. On a aussi réduit l'empreinte au sol, bien sûr, en imperméabilisant l'ensemble des sols, ou pratiquement tous les sols. On a aussi positionné la piscine complètement à l'ouest, donc à gauche, sur un site sans arbres, mais aussi sur un espace en fait inondable. Donc, c'est pourquoi, on verra peut-être tout à l'heure, le bâtiment il est complètement sur pilotis et il laisse passer l'eau en dessous et donc ne réduit pas les capacités du site. Donc, on a aussi travaillé la lumière, vous verrez. On a conçu compact et essayé de travailler architecture et technique parce que, bon, comme vous voyez, comme vous savez aussi, en piscine, la technique est très importante. On va passer à l'autre slide. Donc ça, c'est la vue depuis le parvis, depuis l'avenue du Dauphiné qui est maintenant finie, mais là, ici, n'était pas aménagée. Il n'y avait que le parvis. Le bâtiment, donc je disais, est sur pilotis, mais côté arrivée du public et de plein pied. Donc, aucun problème d'accès. On va passer à l'autre slide. Donc, en haut à gauche, on voit l'entrée principale. En fait, dès qu'on passe du quartier Champaret au site, on arrive sur le goulot qui est constitué par les bâtiments existants et la piscine, et on ouvre sur l'espace boisé. Donc, c'est vraiment un passage vers un espace naturel qui est assez intéressant. Donc on le voit un petit peu sur la photo aérienne de droite. On voit également que le bâtiment, il est, enfin, pas très clairement parce qu'on est quand même haut, mais il est sur pilotis. Il est aussi équipé de ces sheds qui permettent d'éclairer la halle bassin. On verra les panneaux photovoltaïques que l'on voit là. Juste finis, le bâtiment, donc, il est en béton et en métal. Béton parce que bien sûr dans les bâtiments, piscines, l'étanchéité à l'air est quelque chose de très problématique. Donc on limite l'usage du métal. C'est très difficile quand on utilise le métal pour assurer l'étanchéité, mais là on l'a assuré en partie de toiture. Et de toute façon, le métal était essentiel pour les portées qu'on a. Donc une étanchéité à l'air très importante, une performance thermique aussi, et on verra une couverture thermique du bassin. Donc la halle est, donc, comment dire, on a plutôt une halle, mais qui n'a pas de plage extérieure, que des plages intérieures. Donc les plages ont été réalisées très larges,
pour donner du confort aux utilisateurs. Il y a 8 lignes de nage, un bassin de 25 mètres de longueur, donc très large pour optimiser les lignes, et énormément de lumière. Donc, on a travaillé cette lumière pour que l'ambiance à l'intérieur soit presque un extérieur, vu qu'on n'a pas de sortie sur l'extérieur. De toute façon, les sorties, comme on vous a expliqué, sont en hauteur. C'est assez peu pratique de sortir en extérieur quand on est à 3 mètres de hauteur par rapport au sol naturel. Mais c'était de toute façon pas la volonté du maître d'ouvrage qui avait plutôt un usage scolaire, sportif, associatif et loisir, mais déjà pas estival. Donc, on a vu tout à l'heure, il y a une piscine en Bourgoin-Jallieu estivale, donc qui ferme la piscine de Alessimia l'été. Il n'utilise que la piscine estivale. Voilà, on peut passer. Donc, je vous disais que la piscine a une structure métallique en toiture. Vous voyez les portées, là, on a 30 mètres de portée qui permettent d'avoir des sheds importants et une entrée de lumière importante. Donc ça, du coup, le métal est essentiel. Le béton est très difficile à utiliser, on n'aurait pas cette finesse. On voit aussi les plages qui sont larges et euh, tous les sheds sont orientés au nord afin que la lumière soit la plus uniforme possible. On a des ouvertures aussi à l'ouest et au sud pour amener un peu de calories pour l'hiver, pour chauffer le volume, hein, mais c'est assez limité. On va passer à l'autre slide. Alors, petit côté technique, le bassin est en inox complètement partout. C'est assez avantageux pour l'hygiène, pour la continuité des joints. Enfin, il n'y a pas de joints, il n'y a pas de rupture. Par contre, petit bémol, c'est la sécurité. On a une vision qui est beaucoup moindre du fond du bassin en inox qu'en d'autres matériaux. Là, on voit sur la photo de gauche le plancher mobile qui permet de remonter le niveau et d'avoir un usage là, pour les enfants et l'aquagym et qui sert également de couverture thermique. Donc, la couverture thermique est assurée par ce plancher sur 3 lignes de nage et 4 autres par une couverture classique. On voit juste avant de passer, là en haut à droite, le dessous du fond mobile. C'est assez intéressant parce que là, on se croirait dans un ouvrage de Gustave Eiffel. Voilà. On peut passer à l'autre. Là, on va passer justement en dessous. Je trouvais intéressant quand même de montrer ce côté technique. Là, on a à gauche les galeries du bassin. Les galeries sont larges. C'est pour moi assez important, même très important d'avoir de la place. Idem pour tout ce qui est CTA. On a besoin de place pour pouvoir bien entretenir les équipements. J'ai fait des rénovations de piscines avec des galeries extrêmement petites et personne n'y va, personne ne les visite et il y a un laisser-aller des techniques. Donc là, on voit également, enfin c'est difficile à voir, mais l'ensemble du bâtiment est isolé sur l'extérieur, mais également dessous des plages et le bassin. Donc, ce qui fait une performance de l'enveloppe globale extérieure et intérieure. Et on voit avec un peu plus de précision les photovoltaïques sur la toiture principale qui font là 600 mètres carrés. On a un autre 100 mètres carrés ailleurs en ombrière de stationnement. Je vous parlais de l'espace boisé. Donc, l'espace boisé est principal. Les stationnements se sont faits autour.
On a fait des espaces très naturels. Les stationnements sont en gravier et végétalisés, donc avec plusieurs strates. Donc, la première strate près du bâtiment qui est plus, on ne voit pas là ici, mais qui est plus utilisée, donc moins de végétaux qui vont pousser sur les stationnements, mais tout ce qui est à l'arrière, tout ce qui est au fond, à l'est du site, devient ou reste vert presque en permanence. Toutes les eaux du bâtiment de voirie sont traitées sur place. Donc, rien n'est rejeté au réseau public. Et voilà. Donc, pour finir, ça, c'est un bâtiment, Vincent, qu'on va reprendre après la suite sur ce projet. C'est un projet avec l'objectif de certification euh, des postes et c'est principalement des solutions classiques. C'est juste qu'elles ont été poussées assez loin avec, comme je disais tout à l'heure, un bassin équipé d'une couverture thermique, une isolation de l'enveloppe et puis du bassin très performante, des ventilations réduites en inoccupation comme on a pu parler tout à l'heure, avec aussi des ventilations naturelles, mi-saison, mais aussi de nuit, bioclimatisme, récupération des calories et puis utilisation d'énergie renouvelable. Voilà. Je pose la question, est-ce que c'est les piscines des postes qui représentent l'avenir de ce type d'équipement public? À voir. Je passe la parole à Vincent. Merci Jean. Du coup, on avait parlé en 2019, du coup, je crois, lors d'une réunion un peu spécifique autour de cette piscine de Bourwell, de l'équivalence justement qu'on avait cherché à faire pour auprès des Finergies pour avoir du coup une piscine BPOS. Donc c'est quelque chose de nouveau en quelque sorte. C'est pour ça que voilà, les Finergies nous demandent d'avoir un principe d'équivalence. Donc on a travaillé du coup Amos donc et AMO sur ce projet et Tamine qui est BE environnement côté maîtrise d'œuvre à faire ce principe d'équivalence. Donc l'idée quand même c'était d'avoir quelque chose d'exemplaire, enfin, vraiment sur la partie qu'est-ce qu'on peut faire sur les piscines. Donc ça rejoint un peu ce que disait Florent dans son exposé. Euh, donc voilà, donc on va en parler sur la slide d'après. Et l'idée, en plus bien sûr d'être label PEPOS, c'est qu'on ait une démarche HQE, donc appliquée aux piscines, qui est assez utilisée quand même dans le milieu de la piscine, mais le référentiel date un tout petit peu, voilà, mais des bonnes choses en termes de énergie bien sûr, mais consommation d'eau et qualité sanitaire en fait de l'air et de l'eau qui sont des enjeux importants pour les piscines. Et également surtout en termes d'exploitation maintenance. Voilà, donc on va la slide d'après pour montrer les principes d'équivalence de piscine. L'idée, c'était auprès des Finergies de proposer quelque chose qui pouvait être reproductible pour une autre piscine. Donc je ne sais pas d'ailleurs ce jour si ce principe d'équivalence a été reproduit depuis, mais en tout cas l'idée c'était qu'il puisse être que des autres projets pouvaient s'en emparer. Souvent donc Finergie demande quand même d'avoir un calcul type RT, pour avoir ces principes d'équivalence, ce qui n'est pas possible bien sûr pour une piscine qui n'est pas un usage RT, mais donc l'idée pour valider un peu la conception de l'enveloppe de la halle bassin, c'est qu'on utilise l'usage gymnase et qu'on devait justifier que le BBio du projet en fait pour l'usage gymnase était inférieur au BBio max moins 20%. C'était un peu voilà une demande des Finergies d'avoir quand même un calcul type, on va dire, normé, réglementaire à faire. Mais en plus de ce calcul réglementaire, on demande de faire un calcul NSTD qui est quand même souvent utilisé du coup pour une piscine, avec un cahier des charges spécifique. Et c'est ce calcul NSTD qui permet de justifier l'écart autorisé du BPOS de la même manière que le BPOS en RT 2012. Donc, et en plus de cela, du coup, il y avait des garde-fous en justifiant donc de 80% de la chaleur issue de NR et de 30% des besoins d'électricité
issu donc de NR également, donc du photovoltaïque installé. C'est un peu même du coup le ratio qu'a évoqué Florent tout à l'heure, en disant aussi qu'il y avait notre garde-fou, c'est-à-dire qu'il fallait pouvoir utiliser 50% des toitures exploitées. À exploiter. Donc, c'est-à-dire que c'était ces deux éléments ensemble. Donc, assurer 30% des besoins d'électricité plus utiliser 50% des toitures à exploiter. Tout ça pour dire qu'en fait, finalement, on a mis le photovoltaïque qu'on a pu mettre, qui assure d'ailleurs le talon du coup des besoins, comme on disait Florent, pour être en autoconsommation. Donc du coup avec on va dire finalement un retour sur investissement entre guillemets qui est plutôt bon et voilà sur la chaleur assurer au moins 80% de la chaleur par des ENR, donc réseau de chaleur soit réseau de chaleur vertueux soit biomasse soit pompe à chaleur aérothermie dans certains cas. Voilà, c'est tout, j'ai essayé de passer très vite. Voilà. Et ça va être pour moi la piscine de Lunen, donc qui est Passivos. Alors cette piscine-là, j'ai absolument pas du tout travaillé dessus, je la connais pas, j'y ai jamais mis les pieds. Alors pourquoi je vous la présente? Parce que je me suis posé plein de questions dessus et j'ai passé beaucoup de temps à lire toutes les études qui ont été faites et retours d'expérience et qui sont publiés par l'Institut Passivos. Passivos Institute. Alors donc j'ai que les documents en anglais parce que mon niveau d'allemand ne me permet pas de lire de la documentation technique. Et j'ai trouvé des choses très intéressantes et que je pense que c'est bien de partager ça parce qu'il y a une approche qui n'est pas la nôtre, enfin qui n'est pas couramment ce qu'on fait et qui est une source potentielle d'économie d'énergie monstrueuse. Donc la piscine, donc à Lunen, donc j'ai toujours le contrôle, hop, oui, voilà. C'est une enveloppe Passivos parce que voilà, c'est Passivos, donc c'est 30 cm de laine de verre, du triple vitrage partout, une architecture cubique. On a une CTA pack déshumidification marque Menerga, donc tout simplement le plus cher qui existe. Ça ne veut pas dire du tout que c'est la mieux, mais voilà. On a une déchlorination UV, des filtres à charbon actifs. On a une prod de chaleur, un gaz à condensation et un talon qui est fait avec une cogée gaz. On a de la récupération de chaleur à peu près partout, sur les pédiluves, sur les douches, etc. etc. Et ce qui nous fait un ratio, il y a une balnéo, ça va être important parce que là, je vous mets les ratios de consommation. Donc en consommation chaud, ils sont en dessous de 1200 et en consommation élec en dessous de 700. Enfin, ils sont autour de 700, hors production de la cogénération. Donc, ce qui est nettement en dessous de ce que nous, on fait. Et c'est pour ça que je me suis intéressé à ça, parce que je me suis dit, mais comment ils font? Parce que moi, je regarde tout ça, je me dis, concrètement, ce qui est entouré en rouge, moi, je sais faire. Pas de problème. Ce qui est entouré en bleu, le Passivos, c'est pas que je sais pas faire, mais à mon sens, ça va pas changer la face du monde. C'est 10%, enfin, la déperdition statique par l'enveloppe, c'est 10% des besoins de chauffage. Donc, quand bien même je réduire ça à zéro, c'est pas ça qui va me diviser par deux mes consos. Et oh, ça s'est passé tout seul. En fait, c'est un phénomène annexe en fait qui permet, c'est grâce à l'enveloppe effectivement, où ils ont une grosse baisse de consommation. Hop, j'ai perdu mon truc. Voilà, c'est l'enveloppe Passivos. Ça permet de réduire indirectement les risques de condensation. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a plus aucun phénomène de paroi froide. Donc en fait, on peut réduire les débits d'air. On peut aussi positionner différemment les soufflages. C'est-à-dire que nous, comment on fait? On souffle au droit des vitres pour éviter la condensation. En termes de diffusion d'air, il n'y a rien de plus nul. Et donc, en fait, on est obligé d'augmenter la pression statique, enfin la pression dynamique dans le réseau pour envoyer suffisamment de pression au niveau de la bouche pour qu'après ça diffuse partout. Cette pression-là, c'est de la perte de charge en fait et donc il faut envoyer dans le ventilateur. Donc c'est de la consommation. Eux, comme ils font pas ça, les bouches de soufflage, ils les mettent au milieu. Ça, c'est ce qu'on voit là avec l'espèce de truc, les bouches de soufflage. Alors, et pareil, architecturalement, ils ne s'embêtent pas à camoufler, hein, c'est au milieu. Ces bouches-là aussi, ils permettent en fait de travailler avec plein de pressions différentes. C'est-à-dire que on peut avoir un taux de renouvellement d'air de 5 volumeurs et en fait, on peut le baisser
jusqu'au moment où ça marche plus. Et c'est pour ça que cette étude, cette présentation, elle est dans Management de l'énergie, parce que c'est ça que j'ai trouvé absolument génial. En fait, ils ont joué à tâtons avec leur piscine. Ils sont partis du rectangle. Alors, ouais, ça, il faut que je vous explique. Donc ça, c'est dans la doc, c'est les résultats, c'est les extractions GTB. En rose, ce qu'il faut regarder, c'est le rose et le vert. Le rose, c'est le débit soufflé, donc brassé, et en vert, c'est l'air neuf, le ratio d'air neuf. Si on prend ce qu'il y a dans le rectangle A, c'est typiquement ce qu'on fait en France. Un taux de brassage, c'est 5 volumeurs, et puis on a 30% d'air neuf, et puis après, une régulation, on met de plus en plus d'air neuf pour faire de la désu. Voilà. Typiquement ce qu'on sait faire. Et en fait, après, il faut regarder le rectangle B. Entre deux, ils ont testé plein de trucs. Il y a un moment, il y a une révision parce que c'était à planter. Enfin, ils ont testé plein de trucs. Il faut regarder le rectangle B. Le rectangle B, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, ils ont baissé. Alors là, on ne le voit pas, mais de façon itérative, le taux de renouvellement d'air jusqu'à avoir des problèmes de condensation. Ils sont arrivés à 3 volumeurs. Et après, ils régulent en fonction de l'humidité. Normalement, ça devrait dépasser le truc, mais c'est pareil. Il y a un autre sujet, mais bon, ça, on va le laisser de côté. Mais ils ont réussi à réduire vraiment énormément le taux de brassage. Et c'est là, en fait, où est la performance de l'enveloppe. C'est plus le risque de condensation, donc on n'a plus besoin de brasser autant que ce que nous, on fait. Donc, à retenir. Attention, c'est pas le standard allemand. L'UNEN, c'est un ovni. Donc, c'est encore expérimental. C'est génial, effectivement, mais c'est pas le standard. Dans les docs, je l'ai lu en long, en large et en travers. Moi, j'ai rien vu qui venait démontrer clairement que, par contre, la qualité d'air, il l'assurait bien correctement. Donc, c'est facile de réduire des débits d'air quand la qualité d'air, on s'en fiche. Mais à retenir, surtout, c'est que une puissance de ventilateur, ça évolue au cube du débit. Donc, quand on réduit de 40% le débit, c'est 80% de consent en moins. Donc, ça vaut quand même le coup de s'y intéresser. Et donc, le final, c'est pour ça qu'on est dans la série management, c'est que c'est un gisement monstrueux en fait de conduite d'opération, parce que les débits de brassage qui sont donnés pour les conceptions de piscine, globalement, on les sort comme ça. Généralement, on ne sait pas où sont les bouches, on les a même pas sélectionnées. Enfin, c'est fait géométriquement. Et en fait, peut-être qu'on peut réduire ces taux de brassage à tâtons et en voyant en fait les risques de condensation qu'on peut avoir. Ça peut être aussi un temps de brassage en fonction de la température extérieure. C'est-à-dire que quand il fait froid, on va l'augmenter parce qu'on a des risques de condensation, mais quand il fait chaud, on peut les réduire. Il y a plein d'autres choses qu'on peut imaginer là-dedans et qui sont absolument pas dans les façons de faire. Je passe à la suite. Alors là, ce que je vais vous montrer, c'est moins rigolo. C'est tous les trucs qui ne marchent pas et qu'on n'avait pas anticipé du tout. Ah, pourquoi ça ne marche pas? Je clique. Voilà. Alors d'abord, le Covid. Le retour du Covid, surtout. Parce que pendant la crise, OK, on a le Covid, on a besoin de ramener de l'air neuf. Enfin, les ARS nous demandent de limiter le brassage et donc d'augmenter le taux d'air neuf. Facile, on change la CTA, on passe en 100% air neuf et les piscines peuvent rouvrir. OK. Donc, oui, c'est ça. Conséquence, modulation d'air neuf. Il n'y a plus de modulation d'air neuf, c'est 100% air neuf. Ce qu'on n'avait pas imaginé, c'est que en fait, les maîtres nageurs, ils aimaient bien le 100% air neuf parce que du coup, c'est vrai qu'en termes de qualité de l'air, on n'a jamais fait mieux. Et que post-crise, une fois qu'on n'a plus de problème de virus, outre mesure, en fait, les MNS sont opposés au retour de régulation de l'air neuf et que les MNS ont un gros pouvoir en fait sur l'ouverture des piscines. C'est-à-dire que pas de MNS, pas de piscine ouverte. Et ça, ce petit point-là, quand même, ça a un impact important pour des piscines. Et c'est un cas qu'on a sur un CPE. On a 6 piscines qui tournent. Donc on peut faire plein de stats, il n'y a pas de problème. Quand on ramène plus d'air neuf, on surdéshumidifie. Donc déjà, on ramène plus d'air neuf, il faut le chauffer. On surhumidifie, donc ça veut dire qu'on va consommer plus de chauffage pour réchauffer l'eau, plus de chauffage pour l'air. Par contre, quand on a des packs là c'est la récupération du condenseur de Pâques. Par contre, comme on fait plus de déshumidification, on peut récupérer plus de chaleur, effectivement, c'est vrai. Mais par contre, ça ne va pas résoudre notre problème. Donc là, sur nos 6 piscines qui ont des modes de fonctionnement différents, avec ou pas, enfin déjà sur les horaires d'ouverture, avec plus ou moins de balnéo, etc., etc. En moyenne,
sur le total de tous les usages, c'est 60% de consommation en plus. Voilà. Donc on parle de quand en même temps on a le décret tertiaire qui vient arriver, on nous dit ouais il faut faire moins 30%, nous on est déjà à plus 60%. Remarque, ça va être facile de faire moins 60% après en prenant ça comme année de référence. Je n'avais pas pensé à ça. Ça faut pas noter ce que je viens de dire. Autre point qu'on n'avait pas anticipé du tout, les chlorures. Alors les chlorures, c'est un produit de c'est un sous-produit dû à la désinfection au chlore. C'est un condensat. C'est pas un condensat, c'est un solide mais qui est soluble dans l'eau. C'est ni plus ni moins que c'est du NaCl, en grande majorité. Il y a un peu de KCl, mais surtout du NaCl. C'est du sel de table, ni plus ni moins. Pendant très longtemps, en fait, le chlorure, c'est un marqueur. Pourquoi c'est un marqueur? Parce que comme c'est un sous-produit du chlore, c'est un sous-produit qui ne s'évapore pas et qui ne peut pas être filtré. Donc en fait, ça marque l'âge de l'eau. Et donc en fait, ça marque l'âge de l'eau. Donc en fait, c'est aussi un marqueur du taux de renouvellement d'eau. Et donc pendant très longtemps, on s'en servait pour regarder la qualité d'eau. C'était très facile à doser. Mais depuis 83, en fait, on a d'autres façons de nettoyer l'eau que de fonctionner en eau perdue. Donc il n'est plus réglementé. Mais, depuis le 1er janvier 2022, il y a un taux maximal qui est réapparu, on ne sait pas pourquoi, de 250 mg par litre. Ce taux-là, je sais d'où il sort, c'est le taux de potabilité de l'eau. Donc c'est le taux de le robinet. Je ne sais pas pourquoi il s'est retrouvé dans cette réglementation, mais en tout cas, je sais d'où il sort. Ce que ça. Donc, du coup, c'est dans les textes. Certaines ARS, pas toutes, imposent, du coup, comme on ne sait pas retirer le chlorure de sodium de l'eau, à part faire des marais salants, mais on fait par dilution, donc on est obligé de rajouter de l'eau. Ce qui fait de fait que peu importe la technologie des piscines, les piscines qui sont imposées par l'ARS comme ça, on est incapable de descendre en dessous de 100 litres par baigneur, c'est pas possible. Que la justification, j'en reparle de là, c'est le seuil de potabilité de 250 mg par litre. Et puis, il n'y a aucune étude de quoi que ce soit de santé publique qui a été publiée là-dessus, sur ce sujet-là, qu'il fallait faire attention au chlore. Ça n'existe pas. L'eau de mer, c'est 18 mg par litre. Si vous allez à la piscine municipale de La Baule, c'est de l'eau de mer qui est dedans. Et les gens s'en plaignent pas. Et je ne sais pas comment on va faire avec le décret tertiaire, avec des trucs comme ça. Je ne sais pas. Et je passe la parole à Jean qui va nous parler de trucs beaucoup plus sympas que les piscines, enfin les aires de baignade, si on est à cheval sur l'alimentation, sans produits chimiques. Oui, en fait, avec tout ce qu'on a discuté, j'avais envie de, moi aussi, un peu comme Florent, d'aller voir ailleurs et dire qu'est-ce que l'on peut faire, qu'est-ce que l'on peut changer. Et dans ce thème de désengagement et des énergies et situations à risque, je me suis dit, mais est-ce qu'on peut enlever les produits chimiques des piscines? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est souhaitable? Donc, je me suis penché sur les bassins naturels. Je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai trouvé intéressant quand même d'explorer le sujet. Donc, les bassins naturels, c'est un procédé enfin, qui était élaboré en Allemagne, qui a à peu près une vingtaine d'années. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui se retrouve partout dans le monde, hein. On en a en France, au Canada, aux États-Unis, au Japon, partout. Et on a de beaux exemples sur la France avec Green Concept, pour pas le nommer, qui est une société lyonnaise de paysage, qui a fait des belles réalisations. Donc, c'est principalement des équipements extérieurs. Donc, le rapport avec l'eau, dont on parlait tout à l'heure, aujourd'hui, bon, les piscines publiques sont traitées, sont en eau chlorée. C'est un procédé qui est réglementé, maîtrisé, il n'y a pas de souci.
la question que je me pose, c'est le chlore. Est-ce que c'est un produit dangereux pour la santé? Euh, Moi, je suis pas ingénieur, comme je disais, mais j'ai fait plusieurs piscines avec souvent des problèmes avec les maîtres nageurs, justement. Et les maîtres nageurs, on sait effectivement, ils ont le pouvoir sur l'ouverture, la fermeture de l'équipement. Euh, j'ai eu des maîtres nageurs qui avaient des problèmes de santé liés justement à de l'irritation et liés aux produits chlorure et le chlore, du coup. Aussi des problèmes de dégradation du bâtiment, principalement de tout ce qui est métallique, également de l'acier inoxydable. Donc, c'est vraiment un produit qui est problématique, à mon avis. Donc, en eau douce, il y a un décret qui était passé en 2019 et qui réglemente les baignades artificielles. Donc ça, c'est quelque chose aujourd'hui où on peut pratiquer. Mais les piscines extérieures, c'est surtout les piscines biologiques, filtration biologique, c'est surtout des piscines extérieures, privées et publiques. Piscine intérieure, en fait, aujourd'hui, c'est en expérimentation. Donc, je vais vite passer sur les principes pour ceux qui ne connaissent pas. Les piscines naturelles classiques, c'est trois zones. C'est la zone de baignade, les zones de filtration avec du caillou, du sable, des plantes, et après des zones de régénération. En fait, c'est un temps de filtration qui se fait naturellement, qui est assez long, de 8 heures à 12 heures. L'habitude, la FMI est assez réduite. Il y a un renouvellement de l'eau qui est assez important parce qu'il y a évaporation. Donc c'est une surface qui est assez importante, hein. On double au moins la surface du bassin. Tout est à l'air libre, donc beaucoup d'évaporation et des risques de développement d'algues. Donc, il y a l'autre version sur l'autre slide, qui est je dirais, la version optimisée que, qu'un fournisseur propose avec la baignade, les filtres qui sont clos et des filtres qui sont clos et qui permettent en fait de mieux gérer le renouvellement de l'eau et la déperdition des températures. Ça, c'est aujourd'hui un système qui est testé en Italie sur une piscine intérieure et publique. Donc, on n'a pas encore les résultats, mais je les attends avec beaucoup d'attention. Enfin, c'est quelque chose qui, à mon avis, pourrait être une amélioration possible dans le futur des piscines publiques. Voilà. Je continue avec la conclusion de ce webinaire. Donc, en introduction, Claire nous faisait un retour sur la revue de projet des piscines, revue de projet qui était en 2017. Lors de cette rencontre, on avait vu qu'effectivement, les piscines avaient besoin, ou en tout cas, il y avait une demande plutôt d'usage élargi, des équipements avec plus d'espace, des périodes d'ouverture plus importantes et un élargissement du type de public. Ce qui est assez intéressant dans le sens où on optimise les équipements. En parallèle, donc la réunion avait pointé que les objectifs de bâtiments durables poussaient les maîtres d'ouvrage à être forts et avertis et qu'ils sachent définir leurs exigences. Je pense que ça, on l'a vu pendant le webinaire,
quelque chose qui se retrouve tout le temps et qui est important de faire. Mais je rajouterais à cela que en parallèle de la maîtrise d'ouvrage, il faut aussi une maîtrise d'œuvre et une maîtrise d'exploitation qui soit à la hauteur des exigences qui sont attendues. Parce que si on a dans les études quelque chose de bien, mais à la fin, pas un suivi, pas un bon travail de calibrage, ben ça ne fonctionne pas. Bruno nous a parlé aussi du fracas de la crise énergétique et la réaction, par exemple, de Vermarine et puis suivi par plusieurs mairies de fermeture de piscines. Ben, ces fermetures, enfin, ont un impact fort sociétal et économique. Elle encourage aussi, en fait, la prolifération des piscines privées qui sont destinées plutôt à une consommation ludique et bien-être individuel et une augmentation quoi, de la valeur immobilière, en gros. Euh, et c'est pour ça que j'ai mis cette page de garde de Télérama. En fait, il y a aujourd'hui une prise de conscience de la population, hein, de la crise de l'eau, mais eh ben, reste encore tous ces images, toutes ces envies de piscines individuelles qui en fait sont le symbole du luxe, qui sont incontrôlés et incontrôlables. Vous avez pu voir avec tous les graphiques que l'on a, on arrive à comprendre et on évolue. Dans les piscines privées, ce n'est pas le cas. Dans nos piscines publiques, égale réglementation et une obligation à remplir une mission de service public, de santé, d'apprentissage, tout en étant vertueux écologiquement et économiquement, et surtout ouvert à tout public. Je pense que les piscines publiques ont de l'avenir par rapport à toutes les autres façons de, de, de travailler les piscines. Voilà. Merci. Claire, moi je dirais un tout petit mot pour mettre un mot de fin. Hein. En gros, c'est quoi la question? On fait un webinaire, PAD nous a pris cette heureuse initiative et a fait l'introduction. Et après toutes les démonstrations, les cas d'espèces qui ont été montrés cet après-midi, on doit se poser la question, c'est quoi la question? Et il me semble que cet après-midi, il a été relativement bien montré que la question, ce n'est pas le coût de l'énergie. Alors que tous les problèmes qui accompagnent la perception de la piscine, notamment par les élus, c'est le coût de l'énergie. Donc il y a des solutions, le diable se cache dans les détails. On a eu Vincent et Florent qui nous ont montré des contre-exemples de choses surtout pas à faire et des exemples de choses absolument à faire. C'est pas facile, c'est vraiment pas facile de faire une piscine qui marche bien. Le diable, encore une fois, se cache dans les détails, mais c'est bien par la qualité qu'on s'affranchit de dépenses complètement inutiles. Merci beaucoup, Bruno. Merci vraiment à tous les intervenants là, pour la qualité de leurs interventions. Simplement, vous aurez à la fin là, de la présentation quelques références qui sont déjà sur notre observatoire, sur notre site internet. Hein. Je vous laisserai les parcourir, mais voilà, il y a plusieurs références avec le descriptif technique et puis aussi les acteurs qui ont travaillé sur ces piscines. Il nous reste quelques minutes pour pouvoir prendre vos questions. Donc, il y a déjà une question de Stéphane Koch. On va la lire ensemble. Un centre aquatique BEPOS comprend-il dans son bilan énergétique la partie process, filtration, chauffage de l'eau, sachant que la maîtrise de l'ambiance intérieure est très liée au chauffage des bassins? C'est une excellente question, parce que je suis passé peut-être un peu trop vite là-dessus, mais bien sûr, en fait, on ne peut pas ne passer à côté de ce genre de consommation dans une piscine.
C'est vraiment une part importante, comme l'a dit du coup Florent, de la consommation électrique. Donc du coup, dans la STD, on va appeler aussi SED parce qu'on fait le calcul de consommation de tous les postes. On estime du coup ces consommations-là et donc l'objectif et l'écart du coup pour être BPOS selon ce référentiel-là et avec ces consommations-là. Donc c'est-à-dire tout poste confondu, même d'ailleurs les sèche-mains et autres postes un peu plus normés en fait, on va dire, parce qu'on a fixé un cahier des charges en fait de ce calcul de consommation pour pouvoir normer un peu tous ces postes-là, donc traitement d'eau, traitement d'air et même usage élec plus spécifique à une piscine sont pris en compte. Voilà. Par contre, il y a certainement en effet des choses qui ne sont pas prises en compte dans ce label-là et qui viennent en plus. C'est typiquement tout ce qui n'est pas, à notre sens, entre guillemets, nécessaire, mais là, j'ouvre un peu la boîte de Pandore quand je dis ça, mais tout ce qui est espace bien-être vient en plus, en fait, en consommation pour le référentiel BPOS. C'est-à-dire que quand on a un espace bien-être, c'est plus difficile d'être BPOS. Voilà, c'est-à-dire que le référentiel BPOS est en fait bassin sportif, bassin ludique, mais n'inclut pas tous les espaces bien-être. Donc, si vous voulez être BPOS avec un espace bien-être, bah, par ailleurs, il va falloir mettre des choses en plus entre guillemets pour pouvoir compenser cet écart. Merci Vincent. Il y a une question de Simon. Est-ce que la réglementation permet une régulation des débits d'eau en fonction de la fréquentation? Un sujet très intéressant. Je ne sais pas si Florent ou Bruno souhaitent répondre parce que cette réglementation, elle a évolué du coup récemment. Donc, alors j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il y a une nouvelle réglementation qui est sortie en 2021, qu'on attend depuis pas mal de temps et qui ouvre la porte à une réduction de 25% de débit du traitement d'eau hors des périodes d'ouverture en fait. Ouais. Mais Alors, il y a un truc qu'il faut expliciter au début. Déjà, il y a deux débits, en fait. Il y a le débit de filtration, donc en fait, qui est en brassage complet. Et après, il y a le débit d'eau neuve qu'on doit nécessairement par baigneur. La réglementation, c'est 30 litres. Globalement, c'est toujours plus, hein, parce que voilà. Et après, effectivement, comme l'a dit Vincent, la réglementation maintenant ouvre la voie à réduire le débit de filtration hors période d'occupation, chose que avant il était interdit de faire, même si en expérimentation, ça s'était fait un petit peu. C'est pour ça que la réglementation avait bougé. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres réactions? Vous avez pu aussi peut-être tester des choses, des réactions. Peut-être pour abonder ce que Florent vient de dire, et quand je disais tout à l'heure, le diable se cache dans les détails, il se cache aussi dans des pratiques. Les pratiques des bureaux d'études, les pratiques aussi des industriels du traitement d'air font que, comme ça a été très bien rappelé, je ne me souviens plus si c'est Vincent ou Florent tout à l'heure qui évoquait le rapport entre la consommation électrique et les débits, euh, on est encore très souvent dans ces installations, dans des approches un peu, entre guillemets, industrie. Donc, c'est-à-dire des pertes de charge linéaires très, très importantes, avec des vitesses d'air significatives, parce que dans l'industrie, jusqu'à maintenant, et c'est plus le cas, on s'en foutait un petit peu. Y compris d'ailleurs au niveau des centrales de traitement d'air. Nous, on a toutes les difficultés d'obtenir des centrales qui ont des pertes de charge internes faibles. J'ai bien dit la perte de charge interne, c'est-à-dire dans la centrale. Et quand on tente de cadrer, de canaliser les offres des constructeurs de matériel, c'est super difficile parce que ce n'est pas dans la culture. Un producteur, un fournisseur de centrale d'air, il va dire non, non, je te mets celle-ci parce qu'elle est vachement plus petite. Donc, par rapport à mes concurrents, je vais être moins cher et je vais placer mon matériel. Parce que mettre un moteur 2 fois plus gros, eh bien, la plus-value est vraiment très peu élevée. Donc aujourd'hui, je pense que les concepteurs doivent vraiment avoir de très très grandes attentions. On l'a vu dans la répartition des consommations à l'intérieur de la consommation globale d'un centre. C'est des postes sur lesquels c'est pas très compliqué de travailler
et ce n'est pas des postes habituels, hein. Il a très bien été, vous avez tous remarqué, évoqué que la performance de l'enveloppe était importante, mais finalement, ça représentait peu par rapport à tout le reste. Sauf que vraiment, tout est lié. Et par exemple, quand on diminue les débits d'eau, ça veut dire qu'il y a un risque de chloramine, ça veut dire qu'on met des déchlorominateurs qui, eux, ont des consommations électriques, ont des coûts d'entretien significatifs. Donc, ce qui est difficile, c'est que tous les process sont liés, y compris lient des mondes qui n'ont pas trop l'habitude de se parler. Je ne sais pas ce que pensent Vincent et Florent, mais ce qu'on a remarqué, c'est que les gens du traitement d'eau parlent peu aux gens du traitement d'air, alors que c'est complètement lié, c'est dans la même, entre guillemets, machine. Et je pense qu'un rôle de tous les gens qui bossent dans l'environnement, dans l'ingénierie de la piscine, c'est raccommoder ces gens de manière à ce que, de seul coup, on ne fasse pas une performance incroyable sur un sujet, mais qui dégrade tout le reste. Merci beaucoup, Bruno, pour ce complément. On arrive déjà à la fin du webinaire. Là, il est 15h32. S'il y a vraiment une dernière question, on peut la prendre, n'hésitez pas. Non, s'il n'y a pas d'autres réactions, bah, je vous remercie encore tous pour votre présence cet après-midi. Encore merci à nos intervenants. Donc, vous retrouverez le webinaire, enfin le support sur notre site internet là, dans quelques jours. On diffusera également un replay de l'enregistrement. N'hésitez pas à réagir après coup, hein, si c'est des éléments voilà, qui vous font réfléchir. On sera vraiment à l'écoute de vos réactions, de vos réalisations pour continuer à valoriser et capitaliser ces retours d'expérience. Je vous souhaite un très bon après-midi et puis à bientôt pour de futurs événements de VAD. Au revoir.